Bonjour à vous tous, bien, je suis content de vous retrouver en ce 10 mai 2023 pour une petite mise à jour de l'actualité sur l'Ukraine et principalement sur l'Ukraine d'ailleurs et sur la Russie. Voilà, bon, j'ai pas malheureusement pas pu faire de vidéos ces derniers temps parce que débordé, j'ai pas le temps et ça demande du temps et voilà et ce que dont je n'ai pas forcément tout le temps. Et je le regrette, mais bon, si vous souhaitez voir plus souvent des vidéos, vous pouvez essayer de m'aider, vous pouvez m'aider. Vous avez les liens en dessous par le Tipeee. C'est dans la description de la vidéo, c'est si vous pouvez m'apporter un petit soutien. Bon, de toute façon, ces vidéos elles sont gratuites, elles sont pour tout le monde, hein. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder la vidéo, il n'y a pas de souci. Et c'est quand même avec plaisir que je le fais et pour tout le monde. Et puis voilà, et puis si vous pouvez me mettre un petit like, c'est bien aussi, ça m'aide, ça me permet aussi d'être mieux référencé, de faire, de développer cette chaîne. Et donc un petit like, et voilà, un commentaire. Alors bon, comme on a atteint les 4000 abonnés et que je vous avais promis qu'on ferait quelque chose, une petite surprise pour les 4000 abonnés, bon bah écoutez, si vous voulez, posez-moi des questions dans les commentaires, si vous avez des questions, etc., posez-moi-les. Je les compilerai, et puis dès que j'en aurai assez, j'essaierai de vous faire un direct pour répondre à ces questions, et puis peut-être à d'autres questions en direct. Je vais voir s'il y a assez de questions, on essaiera d'organiser ça, de faire un premier direct pour une première, quoi. Voilà. Alors, bon bah grosse activité aérienne des Russes dans ces derniers jours, hein, des drones, des missiles, des bombes planantes, des nouvelles bombes planantes qui creusent beaucoup de dégâts, etc. Bon, la réalité c'est que l'Ukraine manque de plus en plus, comme j'en avais déjà parlé, hein, je l'avais déjà signalé, mais ça ne s'est pas arrangé évidemment. L'Ukraine manque de plus en plus de défense aérienne, de S-300, etc. Alors les Patriotes, ça remplace pas vraiment le S-300, hein, c'est pas vraiment aussi efficace a priori. Donc voilà, bon, l'Ukraine est en déficit à ce niveau-là. Alors bon, il y a la bataille de Bakhmut. Alors la bataille de Bakhmut, il reste plus que quelques immeubles à l'extrémité ouest de Bakhmut qui sont encore tenus par les Ukrainiens. Ils les tiennent parce que ils voulaient à tout prix empêcher les Russes de déclarer la victoire de Bakhmut le 9 mai. Bon, alors du coup, voilà, ils ont réussi à conserver quelques petits immeubles isolés dans l'ouest de Bakhmut et pouvoir dire on n'a pas abandonné Bakhmut, on a tenu encore jusqu'au 9 mai, etc. Bon, les Russes, eux, voulaient à tout prix, peut-être, c'est sans doute. Et Prigojine en particulier, hein, le patron de Wagner, voulait pouvoir annoncer la victoire des Russes sur Bakhmut le 9 mai. Mais les Ukrainiens, eux, donc tout ça, c'est du théâtre. Tout ça, c'est malheureux. Cette guerre, elle est médiatique. Elle se passe beaucoup à travers de la fiction, et on le voit d'autant plus actuellement avec tout ce que nous racontent les Ukrainiens, en fait. On cherche la victoire médiatique avant de parler vraiment d'une victoire militaire sur le terrain. C'est ça la caractéristique de cette guerre bizarre. Alors, voilà, on nous a annoncé il y a quelques jours que les Ukrainiens avaient fait une offensive sur Kherson, avaient traversé le Dniepr, donc pour créer une tête de pont sur la rive donc est ou sud, comme on veut, du Dniepr. Et que voilà, et qu'à partir de là, ils allaient lancer une grande offensive sur la Crimée, etc. Donc voilà, c'était parti, c'était lancé. Et puis finalement, on a appris que par les médias ukrainiens eux-mêmes, hein, du moins par les autorités militaires ukrainiennes, que non, bah non, finalement non, il n'y a pas eu, enfin voilà,
c'était pas une grosse contre-offensive. Ils ont mis quelques commandos qui ont traversé le Dniepr sur des bateaux, qui ont atterri sur quelques îles proches du côté russe, quoi, du côté sud. Bon, et puis les Russes ont contre-attaqué, et puis les Ukrainiens sont repartis de leur côté. Donc, c'était rien passé, en fait. C'était fake. Alors, il y a eu le drone sur le Kremlin. Alors, bon, voilà, c'était une attaque de théâtre, évidemment. Poutine était visé symboliquement. On savait très bien que ce drone n'allait pas pouvoir tuer Poutine, mais il fallait montrer qu'on était capable. Voilà, c'est évidemment été organisé par les Ukrainiens, hein, par le SBU, les services spéciaux ukrainiens, et Boudanov, hein, Boudanov qui est le chef et qui s'exprime beaucoup en ce moment. Et donc, bon, c'est eux. Hein, alors, bien sûr, LCU nous a raconté leur éternelle fable, comme quoi les Russes sont tellement barbares et fous et délirants qu'ils se tirent dessus. Alors, ils se sont tirés sur leur propre gazoduc Nord Stream, ils se sont tirés sur leur propre pont de Kerch, ils ont tiré sur leur centrale qui contrôle. Ça, c'est marrant d'ailleurs, parce que vous ne savez peut-être pas, mais sur le territoire ukrainien, voilà, historique, il y a 5 centrales nucléaires, hein, 5. 4 sont sous contrôle ukrainien encore aujourd'hui, hein. Ils sont dans le territoire contrôlé par les Ukrainiens. Une seule et se retrouve sur le territoire contrôlé par les Russes. Celle de Zaporozhye, donc fameuse centrale d'Energodar. Mais c'est sur celle-là que les Russes tirent, parce que vous n'avez jamais entendu parler du fait que les Russes aient tiré sur une des 4 autres centrales qui se trouvent sur le territoire ukrainien, sous le contrôle de l'Ukraine. Jamais les Russes n'ont tiré dessus. Mais par contre, ils sont censés tirer sur la centrale d'Energodar, celle où ils ont leurs propres troupes. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est logique, c'est la logique médiatique de l'Occident collectif. Donc voilà, bon, bah, encore une histoire fake, etc. Bon, les Russes, bien sûr, m'ont pas envoyé un drone sur le Kremlin pour faire une fausse, pour se montrer leur faiblesse, hein. Bon, ça serait complètement absurde, ça n'a aucun sens, évidemment, mais on continue quand même. Des généraux français, je sais pas, le général Clermont, etc., les fameux que certains appellent les gamelins, hein, comme Xavier Moreau, l'excellent Xavier Moreau, bon. Ouais, voilà, continue à nous dire, non, c'est sûrement les Russes qui ont lancé eux-mêmes ce drone, c'est un false flag. Si c'était en l'autre camp, on dirait que c'est des complotistes, hein, mais bon, c'est comme ça. Et puis bon, alors, on a une histoire d'un missile Kinjal hypersonique qui aurait été descendu par un système de défense antiaérienne patriote. Ah là, on croyait que c'était impossible. Et CNN nous dit, si, c'est possible, ils l'ont fait, ils ont réussi, un système de défense patriote à descendu. On nous met une photo d'un truc cramoisi qui est censé être une ogive de Kinjal, mais bon, c'est pas très probant. Et puis, on apprend dans la presse mainstream, hein, que la défense, que le ministère de la Défense aérienne ukrainien nie cette, ni cette affaire. Non, c'est faux. Nous n'avons jamais descendu le missile Kinjal. D'ailleurs, nous n'avons pas la capacité. Pas avec les Patriotes, quand nous pouvons descendre des missiles hypersoniques, c'est impossible. Donc nous ne l'avons pas fait. Non, c'est faux, c'est faux. Eh ben, les médias occidentaux continuent quand même. Mais on a vu sur LCI, on a vu sur CNN même, continuer à dire oui, voilà, c'est une surprise, le système patriote a descendu, alors que les Ukrainiens eux-mêmes, on y est, que c'était vrai, eux-mêmes ont démenti l'histoire. Donc voilà. Bon. Toute cette guerre, n'est qu'une histoire de médiatique, d'histoire, on raconte des histoires. On raconte l'histoire du fantôme de Kiev, l'histoire de l'île aux serpents. Depuis le début, c'est évidemment. Bah, pour du côté occidental, ça s'explique, hein. Je veux dire, vous pouvez pas avoir des victoires sur le terrain parce que c'est des vraies victoires militaires sur le terrain, parce que c'est juste impossible. La différence
d'équipements, que ce soit en termes d'artillerie, en termes de modernité des équipements, etc. La différence est trop énorme entre la Russie et l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse remporter vraiment des victoires définitives. Alors, des petites victoires tactiques, hein, elle en a remporté, hein, il n'y a pas de doute, et il y a pas de contestation là-dessus. Mais des grandes victoires, alors bon, on nous a raconté la grande offensive de Kharkov, la grande offensive de Kherson, voilà, les grandes avancées ukrainiennes, mais en fait, ça n'était pas des victoires militaires, c'était des replis stratégiques des Russes, pour éviter d'avoir à subir des pertes inutiles, pour garder un territoire qui était difficile à défendre. Bon, ça n'a pas changé le cours de la guerre, évidemment. Ce n'était que des victoires médiatiques, encore une fois. Donc voilà, bon bah cette histoire de Kinjal, alors bon, voilà, ça a été démenti par la défense antiaérienne soviétique, ukrainienne. Excusez-moi, c'est la fatigue. La défense militaire ukrainienne, mais on continue à dire que c'est une réalité. Bon, alors c'est une histoire inventée. Alors on a alors bon, ouais, la fameuse contre-offensive. Alors la fameuse contre-offensive, on l'attend toujours, elle est repoussée de jour. Alors un jour elle va arriver, le lendemain elle dit non non finalement non. Puis le lendemain ouais oui ça y est c'est bon c'est prêt on est prêt les Ukrainiens sont prêts ça va partir. Alors on est censé voir une grande offensive au sud donc de Zaporozhye dans l'oblast de Zaporozhye donc en direction de Tokmak, Melitopol, Berdiansk. Donc bon, les Russes ont bien renforcé, mis des fortifications à cet endroit-là. Bon, alors on verra, hein, mais comment faire une grande offensive quand on n'a plus de défense antiaérienne suffisante? Puisque c'est ce qu'on dit déjà, je l'avais déjà dit dans une vidéo passée, il y a déjà un bon moment et ça se confirme. Les Ukrainiens sont en déficit de défense antiaérienne. D'ailleurs, les Occidentaux font la tournée des popotes pour essayer de racler par-ci par-là quelques systèmes de S-300, S-400 même si on pouvait. On va voir Erdogan en Turquie pour lui demander de donner des S-400, des S-300 aux Ukrainiens. Erdogan ne veut pas, hein, parce que Erdogan n'a pas l'intention de se départir de ses défenses nationales. On va dans d'autres pays, en Grèce, à Chypre, etc., pour essayer de leur dire, puisqu'ils ont des systèmes S-300, donnez-les aux Ukrainiens. Voilà. Mais ils veulent pas. Donc c'est compliqué. Et donc, bon, voilà. Il y a le général, le général tchèque Pavel qui est venu à Kiev pour discuter avec donc les militaires, ses homologues ukrainiens. Et alors a dit non, ne lancez pas cette contre-offensive, ce serait un coup, un seul coup, hein, c'est qui tout double et il y a beaucoup trop de risques, vous risquez vraiment de tout perdre dans cette contre-offensive, c'est trop risqué. Il leur dit non, n'y allez pas, n'y allez pas. Et d'un autre côté, alors on a du côté des néocons aux États-Unis, on a le clan Blinken, Nuland, s'il faut y aller, qui pousse à y aller, et on se rend compte qu'il y a un autre camp, à l'intérieur même des néocons, qui est peut-être plus lucide sur la réalité, qui voit bien que c'est une catastrophe annoncée, et que donc il vaudrait peut-être mieux avoir des tactiques un peu plus peut-être négociées, essayer de trouver Sullivan, hein, Sullivan, autre figure donc de l'État profond américain, hein. Sullivan lui et des néocons hein, bien sûr, et lui dit non, non ils vont mieux. Alors donc voyons, on voit très bien entre les 20 ans de guerre jusqu'aux boutistes, les cinglés d'en bas, hein, comme disait le père Bush, donc, Nuland, etc., Blinken, et ceux qui sont un peu plus réalistes, comme Sullivan. On voit bien qu'il y a des tensions. Alors voilà, on a Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, qui va dans un interview à CNN dire oui, bon, contre-offensive, ça va être difficile parce qu'on a un demi-million d'hommes en face. Alors ça a été confirmé, hein, c'est pour la première fois par les médias occidentaux. Il y aurait 500 000
soldats russes alignés sur la totalité du front, hein. Donc sur un front qui est grand, hein, mais 500 000 soldats. Bon courage aux Ukrainiens, hein, pour essayer de les renvoyer en Russie, hein, ça va être compliqué. Alors bon, bah, Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, il en est conscient, alors il dit non, ouais, ça va être difficile, on va avoir des pertes énormes, hein, etc. C'est pour un gain de territoire, un gain territorial faible, c'est compliqué, on n'a pas assez de munitions, etc. On connaît, hein, tout ça, et tout ça c'est vrai. Reznikov, il parle vrai, hein, je veux dire. Il est conscient de la réalité. Mais d'un autre côté, on a des officiels, d'autres officiels ukrainiens qui sont, voilà, on va les faire, on va les renvoyer en Russie, vous allez voir ce que vous allez voir, on va créer la panique, hein, voilà, puisque, bon, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, l'idée dans tout ça, c'est de créer la panique. Alors bon, comme cette grande offensive est de plus en plus compromise et on se doute qu'elle va pas créer vraiment la panique du côté russe, eh ben on essaye des nouvelles tactiques un peu terroristes. Alors voilà, on a vu ces drones au-dessus du Kremlin, mais aussi, euh, mais aussi on assassine, hein, on a une tentative d'assassinat contre un écrivain russe qu'on qualifie de nationaliste dans les médias français, mais quand on en parle, hein, parce qu'on en parle très peu, hein, ce genre d'acte de terrorisme-là, on sent que ça les révolte pas beaucoup, hein. Enfin bon, un écrivain, c'est pas un militaire, hein. Un écrivain, il a tué personne avec sa plume, donc c'est bien un acte terroriste de tenter d'assassiner un écrivain. Donc voilà, on essaye. Il y a eu bien sûr la fille de Dugin, Daria Dugin, qui a été assassinée. Il y a eu le blogueur à Saint-Pétersbourg, qui a été assassiné, etc. Et tout ça a été organisé évidemment par les services secrets ukrainiens. Boudanov, le chef service secret ukrainien, à qui, à qui on avait demandé sa réaction sur les paroles de Peskov par rapport à ces attentats. Il a répondu lui-même, Boudanov, donc. Nous avons tué des Russes et nous en tuerons encore, etc. Enfin bon, une phrase absolument d'une violence incroyable, mais qui reconnaît en fait, dans laquelle il reconnaît implicitement que c'est bien l'État, que c'est bien l'Ukraine qui est derrière ces assassinats. Et, euh, et donc donne raison aux Russes, hein. Évidemment, il n'y a pas de fausse flag là derrière, il n'y a pas non plus de résistance intérieure russe, enfin d'opposition intérieure russe. Non, tout ça est organisé par les services ukrainiens. Alors, Boudanov devrait faire attention parce qu'il y a aussi des services russes qui sont quand même assez réputés. Et je pense que autant ne chercheront jamais à se débarrasser de Zelensky, à mon avis, parce que Zelensky, il est utile en fait pour les Russes, parce qu'il est incompétent, il dit n'importe quoi, il est pas, voilà, donc quelque part, les Russes, ça les arrange, ils préfèrent garder Zelensky en face qu'avoir quelqu'un à sa place qui serait plus compétent, plus intelligent, plus efficace et plus dangereux. Donc bon, je pense pas que Zelensky risque l'assassinat. D'ailleurs, il peut se promener, il va en Europe, aux Pays-Bas, à La Haye, etc. Bon, tout ça est autorisé par les Russes, hein. Croyez-moi, si les Russes ne voulaient pas que Zelensky bouge de Kiev, Zelensky ne bougerait pas de Kiev, hein. Si Zelensky peut se permettre de bouger de Kiev, c'est parce qu'il a l'autorisation des Russes, hein, de le faire. Ça, vous pouvez me croire, hein, 100%. Donc voilà, bon, alors, bon, je reviens à ce que je disais, donc Boudanov, hein, Boudanov, donc le chef des services secrets, lui par contre, à mon avis, je serais à sa place, je me planquerais quand même, je planquerais mon arrière-train, hein. Je pense quand même qu'il est dans le collimateur, hein, étant donné tout ce qui se passe avec ces attentats, ces tentatives de meurtre, etc. Ça sent pas bon pour Boudanov, le chef donc des services secrets ukrainiens, le SBU. Donc voilà, bon, pour revenir donc sur cette guerre, bon bah l'Ukraine elle s'est piégée elle-même dans sa propre fiction avec toutes ces histoires totalement inventées donc de fantômes de Kiev,
siège de Kiev, la grande offensive, etc. C'est mis à inventer donc plein d'histoires totalement, bon, je vous passe l'île au serpent, hein, c'est une des plus grandioses, totalement fictionnelles, hein, on dirait que ça a été inventé par les scénaristes d'Hollywood. Et d'ailleurs, peut-être le fait qu'ils soient en grève, ça fait qu'ils manquent un peu d'imagination en ce moment, pour inventer de nouvelles, de nouvelles histoires comme ça. Et donc, quelque part, ils se sont piégés, parce que quelque part, maintenant, il faut qu'ils montrent quelque chose. Et cette histoire de grande contre-offensive de printemps, qui sera peut-être plutôt une contre-offensive d'été, hein, parce qu'elle a été annoncée, d'abord elle a été annoncée à l'automne, après elle a été annoncée à l'hiver, printemps, bon, maintenant le printemps se termine, bon, on est toujours pas là. Donc ce sera peut-être la grande offensive d'été, donc, mais elle va avoir lieu, c'est probable, parce qu'ils sont obligés, quelque part, ils sont piégés, ils sont obligés de lancer quelque chose, voilà, mais ça va être compliqué, hein, ça va pas être simple. Bon, les Russes, eux, ils ont complètement changé de tactique, hein, ça c'est clair, de stratégie. Autant au début, c'était tout en avant, les Russes menaient une guerre politique en fait, une guerre, on va montrer que bon, voilà, on est, on est les plus forts, on va faire s'écrouler le régime de Kiev, etc. Bon, ben, voilà, du coup, ils se sont aperçus que bon, ça allait peut-être être plus compliqué, hein, donc ils ont changé de tactique, maintenant ils attendent les Ukrainiens. Ils se sont fortifiés, ils ont mobilisé donc les 300 000 hommes, ils ont maintenant un effectif, c'est reconnu par les Ukrainiens et par les Occidentaux eux-mêmes, un demi-million d'hommes sur le front, hein, un demi-million de Russes. Voilà. Alors ils se sont permis donc de piéger quelque part les Ukrainiens à Bakhmut pour leur faire dépenser pour essayer de défendre Bakhmut. Les Russes auraient peut-être pu encercler Bakhmut et voilà, mais, mais ils ont préféré voilà, utiliser Wagner, donc pas l'armée russe, c'est Wagner, hein, donc la milice privée de Wagner, avec les recrutements de prisonniers, les recrutements, on le sait, hein, les médias nous en parlent assez. Donc économiser leurs troupes donc, militaires, utiliser Wagner pour attaquer Bakhmut, euh, de façon à ce que les Ukrainiens, ils laissent des plumes, ils laissent des munitions, et les Ukrainiens sont en manque de munitions, et bon, en manque d'hommes aussi, hein, c'est clair. Et donc, on cherche toujours à récupérer des munitions, parce que les Russes obligent les Ukrainiens à défendre, et c'est pareil pour la tactique, de frapper les infrastructures énergétiques sur le territoire, sur l'ensemble du territoire ukrainien, une tactique qui est utilisée donc depuis l'automne, ouais, depuis l'automne dernier, oui. Depuis le mois de septembre en gros. C'est-à-dire de taper sur les centrales énergétiques, etc., à l'arrière, hein, sur le territoire ukrainien, loin du front, pour obliger les Ukrainiens à user leur défense aérienne. Et ainsi à tirer avec leur défense aérienne. Résultat, leur défense aérienne, elle est épuisée. Ils ont plus de missiles pour leurs Patriotes, pour leur S-300, surtout pour les S-300. Et donc du coup, maintenant, les Occidentaux sont obligés d'aller courir à droite à gauche pour réclamer à leurs alliés, à leurs vassaux, ah, bah, donnez-nous des S-300 puisque vous en avez, pour les Ukrainiens, etc. Donc ça, c'est la stratégie des Russes, c'est-à-dire d'user, c'est une stratégie d'attrition, donc d'user les réserves ukrainiennes et occidentales, hein, puisque c'est les Occidentaux qui fournissent, hein, aux Ukrainiens, et de les user, que ce soit sur le terrain à Bakhmut, au niveau des munitions d'artillerie, etc., et que ce soit aussi au niveau de la défense antiaérienne, en ciblant, en ciblant les infrastructures énergétiques que les Ukrainiens sont obligés de défendre. Donc ils sont obligés de déployer leur défense antiaérienne un peu partout sur le territoire, et de les utiliser à chaque fois que des drones russes ou des missiles russes arrivent, qu'il y a de nouvelles salves, etc. Et donc maintenant, ils en arrivent au point où, voilà, ils doivent lancer une contre-offensive, mais ils n'ont plus assez de munitions, plus de défense aérienne non plus en quantité suffisante, et en plus, les Russes emploient maintenant des bombes planantes. Alors on a un article du Télégraphe
sur les nouvelles armes russes, ce sont des bombes planantes qui passent donc sous les défenses antiaériennes et qui frappent et qui font énormément de dégâts. Apparemment. Et bon, voilà, l'article Télégraphe nous dit que si les Russes utilisent ce genre de bombes planantes, c'est parce qu'ils sont à court de munitions. Voilà, tout est bon. C'est toujours le même discours, en fait, en réalité, c'est assez drôle. On a vu passer aussi des articles comme quoi les Russes utiliseraient des tanks, des chars de la Seconde Guerre mondiale, des T-34, etc., des vieux tanks dignes du musée, et que ça serait la preuve qu'ils ont épuisé, qu'ils sont à court de munitions, à court d'armes, etc., les Russes. Bon, c'est la même histoire qu'on nous racontait déjà il y a 6 mois. Hein. Des articles comme ça, il en a déjà paru il y a 6 mois. Donc c'est sans doute la grève des scénaristes à Hollywood qui fait il manque un peu de créativité. Alors ils ressortent vieux articles fake, hein, parce que c'est en fake, hein, bien sûr. Les tanks qui sont déployés sur le front par les Russes, ce sont au minimum des T-72, quand c'est pas des T-90, des T-80, des T-14. Des chars de dernière génération, c'est pas des vieux T-34, non. Ça. On a même vu, pendant le défilé donc, du 9 mai, on a vu un char T-34 défiler, donc un seul, hein, qui défilait pour symboliser les chars qui ont vaincu l'armée allemande, puisque c'était le jour de la victoire contre l'armée allemande de 1945. Donc on a fait défiler un char T-34 de l'époque, voilà. Et ben des commentateurs français ont dit ah regardez ils n'en ont plus qu'un parce que tous les autres sont sur le front, ouais, c'est la preuve que tous les autres sont sur le front. Non, c'est une pièce de musée. Il n'y en a pas sur le front de ce côté-là en tout cas. Voilà, bon alors bon, c'est assez marrant, mais on voit bien que tout ça est du théâtre et beaucoup d'esbroufs médiatiques, etc. Et les Russes, ils attendent, ils peuvent voir venir la fameuse grande contre-offensive ukrainienne. À mon avis, elle va leur coûter cher aux Ukrainiens. Elle sera peut-être, elle leur permettra peut-être un petit succès, mais elle va leur coûter très cher. Alors, les Russes ne feront plus d'offensive grande flèche. C'est plus leur stratégie. Je rassure mon ami Gilles Castelnau, qui a été beaucoup marqué par cette théorie des offensives grandes flèches. Hein, mais non, il n'y en aura pas, il y en aura pas. Les Russes ont laissé tomber cette idée-là. Et c'est trop coûteux, voilà. Bien, il vaut mieux pour eux faire une guerre d'attrition lente, mais ennuyeuse au possible, mais qui leur coûte beaucoup moins en troupes, en matériel, et qui est beaucoup plus efficace. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai fait mon petit point sur la situation. Alors, voilà, bon, on a Ursula, alors pour finir, on a Ursula qui est allée à Kiev pour fêter la journée de l'Europe. La journée de l'Europe, bon, bah, c'est pas vraiment la journée de l'Europe, en fait, en réalité, c'est la journée d'Ursula, la journée de la Commission européenne, c'est la journée voilà, des commissaires européens, mais c'est pas la journée. C'est pas la journée de l'Europe, hein, la journée de l'Europe, non. Bon, alors, ils allaient voir les Kieviens pour leur dire, vous voyez, et on vient fêter la journée de l'Europe avec vous, la journée de l'Europe. Le truc totalement inventé, la journée de l'Europe. Ouais, en France, personne n'est au courant, personne ne sait que ça existe en fait, en réalité, tout le monde s'en fiche complètement. Et ça n'a aucun intérêt quoi. Mais bon, Ursula, elle est contente. Alors, bah, elle aussi, elle a été autorisée à aller à Kiev. Hein. Les Russes, hein, elle a pris le train. Ne vous inquiétez pas, avant que Ursula monte dans son train en Pologne pour aller à Kiev voir Volodymyr. Vous inquiétez pas, on demande d'abord la permission aux Russes. De- on avertit les Russes. Ursula est dans le train pour Kiev, alors attention, hein, s'il vous plaît, hein, soyez gentils. Alors, oui, oui, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, pas de souci, ça ne nous dérange pas. C'est ça, comme ça que ça se passe, hein, évidemment. Croyez-le ou non, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, voilà, bon, bah, je vais pas non plus faire plus une demi-heure, donc c'est déjà pas mal. Alors je vais en rester là pour aujourd'hui. Alors bon, il n'y aura pas trop de montage et tout ça, parce que j'ai pas le temps, malheureusement. Alors, si vous pouvez, donc, je le répète encore une fois, c'est important hein, pour moi, parce que si je suis pas soutenu d'une façon ou d'une autre, je pourrais pas vraiment continuer à faire des vidéos aussi fréquentes que je faisais avant. Et puis en plus, bon,
si je dois faire du montage, et voilà, etc., ça me demande beaucoup plus de temps et de travail, et c'est pas évident. Donc voilà, si vous voulez m'aider, vous pouvez voir les liens en dessous, vous avez Super Thanks aussi en dessous, et puis bon, bah, n'oubliez pas le blog Noir de Brocéliande, mon blog, pour voir des vidéos, des articles, etc. Beaucoup de vidéos de mes amis, Régis de Castelnau et Sylvain Ferreira. Le blog de Sylvain Ferreira, site Vieille Stratégique. Vous avez le lien en dessous dans la description. Le compte Twitter de Jacques Frère, hein, de mon grand ami Jacques Frère, que je salue. Et vous avez le lien pour son compte Twitter, où vous apprendrez tout ce qui se passe au jour le jour, tous les jours. Il fait un travail formidable, tout comme Sylvain Ferreira d'ailleurs sur Veille Stratégique, le site Veille Stratégique, hein, vous trouverez en dessous dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez y aller. Alors vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu si vous voulez. Et puis je vous dis bonjour chez vous.